Donc, merci de nous rejoindre à tous donc pour ce webinaire qui est donc consacré aux troubles neurologiques fonctionnels et à leur prise en charge en kinésithérapie. Euh, je suis Dorothée Touvenin, je suis infirmière en pratique avancée à l'hôpital central à Nancy, dans l'unité ACTEMSI. Donc, la responsable d'unité donc, est avec nous ce soir, la professeure Ingré. Et donc, du coup, je vais partager déjà mon PowerPoint. Donc, en tout cas, merci à tous de vous être motivés à vous connecter à 20 heures pour une soirée sur les troubles neurologiques fonctionnels. Nous sommes ravis de vous accueillir et ravis d'accueillir Gauthier Rolline, qui est kinésithérapeute à Paris, représentant des kinés au sein du réseau de troubles neurologiques fonctionnels en France et qui est un peu notre fer de lance et le grand spécialiste de ces troubles en France. Donc, c'est un véritable honneur de l'accueillir et qu'il puisse parler à vous, kinésithérapeute, de son expérience et de ses techniques. On a beaucoup de chance pour cela. Alors, je vais effectivement, du coup, je vais je vais prendre le relais. Donc, effectivement, donc on va vous proposer donc un webinaire qui va être en plusieurs temps. Donc, je vais vous présenter brièvement du coup notre unité ACTEMSI sur l'hôpital central à Nancy. Et puis, la professeure Ingré prendra le relais pour vous proposer des généralités sur les troubles neurologiques fonctionnels. Et ensuite, donc, Monsieur Gauthier Rolline, donc comme l'a dit le professeur Ingré, donc qui est kiné sur Paris et spécialiste en fait des troubles neurologiques fonctionnels, vous parlera donc des spécificités de ces prises en charge et puis qui illustrera en fait du coup par ses expériences en fait en cabinet. Il y aura un temps dédié à la fin de ces présentations pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas en fait à poser vos questions. Il y a une petite boîte de dialogue en fait qui est consacrée à ça en haut. Et puis voilà, on prendra des questions du coup sur la fin pour que nos intervenants puissent y répondre. Et puis je vous propose aussi, suite au webinaire, de vous partager certains documents ressources en fait pour la prise en charge de ces patients. Alors, rapidement, je vous propose de vous présenter notre unité qui est quand même assez jeune, puisque notre unité ACTEMSI a une petite année et demie maintenant, mais l'activité sur les troubles neurologiques fonctionnels est quand même est pas si neuf que ça, puisque le professeur Ingré, du coup, elle travaille sur le service de neurologie depuis maintenant plus de 15 ans et prend en charge en fait ses patients. Là, depuis un an, ce qui est proposé, c'est vraiment de structurer l'activité et puis justement d'augmenter en fait les soins qui peuvent être proposés. L'unité, elle s'articule autour de 3 populations différentes. Tout ce qui va être comorbidité psychiatrique en neurologie, les comorbidités neurologiques en psychiatrie, et puis ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, en fait, les troubles neurologiques fonctionnels. Donc, comme vous le voyez à droite de la diapo, on est une toute petite équipe, mais particulièrement dynamique et innovante. Donc, voilà, en fait, on met en place voilà, tous ces soins pour les patients avec TNF. Je vous propose là de vous montrer un peu le parcours qui a été euh, élaboré en fait pour ces patients. Ça passe toujours par un adressage en fait, du coup à notre équipe directement, par le biais d'une fiche d'admission que bien sûr que je vous transmettrai. On a besoin en fait vraiment d'un dossier un petit peu complet quand même, parce que il va y avoir besoin de l'anamnèse du patient et puis surtout des comptes rendus médicaux pour vraiment en fait être certain que le patient a le diagnostic qui a été bien posé pour pouvoir prendre en charge en fait du coup le patient dans les meilleures conditions possibles. À la suite de ça, une fois que l'indication en fait de la prise en charge dans notre unité est validée, on va lui proposer en fait un temps diagnostic
qui va se composer à la fois d'une consultation pluridisciplinaire auprès d'un psychiatre et d'un psychologue. À ça peut s'ajouter une consultation auprès d'un neurologue, hein, et notamment quand il y a des besoins en fait de reposer, reprendre le diagnostic avec le patient ou de vérifier en fait du coup certains signes positifs du coup de TNF. Voilà, ça va être quelque chose d'assez complet. À la suite de ça, l'objectif c'est que le patient il reparte avec un diagnostic qui va être confirmé en fait de TNF et puis des axes de soins en fait qui va lui être proposé. Il y a un deuxième temps de soins qui va venir 4 à 8 semaines en fait après cette consultation diagnostique qui va être vraiment un temps de psychoéducation. On va reprendre en fait vraiment les explications sur les troubles auprès des patients. Donc c'est un temps qui se fait en groupe. Les patients peuvent venir accompagnés en fait de leurs proches. Voilà, où on va vraiment reprendre les troubles, proposer aussi vraiment proposer déjà des guides en fait du coup pour se sortir de ces troubles-là. Et puis il y aura une consultation en fait individuelle qui va permettre de et faire le point sur l'évolution clinique et ainsi que proposer la coordination du parcours de soins. C'est-à-dire si les patients sont en difficulté pour mettre en place leurs soins, on peut les aider en fait pour ça, trouver justement un kiné, trouver une psychologue, etc. Et puis, à la suite de ça, en fait, il y a la plus grande partie en fait de nos patients qui vont être adressés en fait sur la ville en fait, hein, sur la proximité auprès de psychiatres, de psychologues et aussi pour tout ce qui est TNF du coup moteur. Mais ça, on va voilà, mes collègues vous expliqueront un peu plus en détail. Du coup, vers les kinés en libéral. Euh, et puis, donc, du coup, notre unité, donc, comme je vous l'ai dit, est assez petite. On va vraiment prendre en charge finalement les patients les plus complexes. Et je vais laisser la parole. Du coup, alors oui, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est donc du coup la fameuse fiche qui permet de Pardon. nous adresser les patients. Et je vais passer la parole au professeur Ingré pour vous parler des généralités. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous voyez bien mon diaporama? C'est tout bon? C'est tout bon. Super. Eh bien alors, justement, de quoi parle-t-on? Pourquoi vous vous êtes connecté à cette heure tardive pour entendre parler de ces troubles neurologiques fonctionnels? Les troubles neurologiques fonctionnels, ils ne se sont pas toujours appelés comme ça. Pendant un long moment, on parlait d'hystérie. Et d'ailleurs, c'est une entité décrite dès l'Antiquité par Hippocrate qui allait évoquer que certaines personnes pouvaient avoir une paralysie, des tremblements, un trouble de la marche, une perte de la voix, une cécité brutale. Et à l'époque, on se disait tout ça est dû à l'utérus qui se balade, qui va dans un bras, dans une jambe, qui vient suffoquer. Et il faut qu'on le remette à sa place. Alors, c'était en étant enceinte par des relations sexuelles ou par une bonne fumigation d'odeur vaginale et une mauvaise nasale pour ramener cet utérus à cette place. Heureusement, les choses ont évolué. À un moment, on a bien compris que tout ça se passait dans le cerveau et on le doit à Charcot, qui a aussi dit non, non, ça peut aussi toucher les hommes. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu cette notion d'hystérie apportée par Freud qui est extrêmement problématique et qui est un terme qui ne doit plus exister et qui est associé à ce qu'on appelait des troubles conversifs. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Et en fait, on parle aujourd'hui de troubles neurologiques fonctionnels. Alors, ces troubles neurologiques fonctionnels, ils ont, vous l'avez vu, eu plein de termes. Des troubles médicalement non expliqués, non organiques, c'est des pseudo-troubles de la marche, des pseudo-paralysies, c'est psychogène, c'est somatoforme, etc. Actuellement, les termes retenus sont le terme fonctionnel et dissociatif parce qu'on n'a pas d'étiologie supposée, qu'il n'y a pas de préjugés, que c'est acceptable pour les patients et surtout parce que psychogène, ça ne veut absolument rien dire, non organique non plus, jusqu'à preuve du contraire, le cerveau est un organe et on a bien une atteinte cérébrale dans ces troubles. Si on en revient sur la définition,
De quoi il s'agit? C'est une atteinte du mouvement volontaire, et c'est bien pour ça que vous êtes là avec nous ce soir, ou de fonction sensorielle, qui n'est pas expliquée par une autre pathologie, c'est pas expliqué par une CEP, par un Parkinson ou autre, ou par une schizophrénie, une dépression ou que sais-je, et pour lequel on va retrouver une évidence clinique d'une incompatibilité entre ces symptômes et une affection neurologique reconnue. Par exemple, on y reviendra, mais un déficit qui va être en coup de couteau avec droite-gauche qui ne va pas représenter les zones de sensibilité possibles, ou une perte des mouvements automatiques qui sont préservés et un mouvement volontaire qui ne l'est pas, on reviendra dessus, et qui impacte significativement le fonctionnement de ces patients. Ça, c'était dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est un peu la Bible de classification des troubles, des pathologies psychiatriques. Et puis, dans la CIM-11, donc dans la classification internationale des maladies, nous, à l'hôpital, on cote à travers cela. Ça s'appelle un trouble neurologique dissociatif. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Oui, c'est quelque chose de très, très fréquent. On considère, certaines études évoquent le terme du deuxième de consultation en neurologie. C'est assez énorme. On pourrait effectivement largement être sur des prévalences telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, et pour autant, on en parle beaucoup moins. Au sein de ces TNF, troubles neurologiques fonctionnels, on a les crises fonctionnelles dissociatives, des crises qui ressemblent à de l'épilepsie, mais qui ne sont pas dues à des modifications électriques dans le cerveau, mais à des modifications de circuits émotionnels qui viennent perturber la zone de la conscience et les zones motrices. Et ça, c'est la troisième cause de malaise avec perte de connaissance. C'est énorme, la troisième cause de malaise avec perte de connaissance en France. C'est un quart à un tiers des patients qui ont une épilepsie réfractaire, c'est-à-dire une épilepsie qui continue malgré ça. On estime à au minimum 150 000 patients en France. Alors, est-ce que c'est handicapant? Alors oui, évidemment, et malheureusement, ce sont des troubles très handicapants, et d'ailleurs, tout autant, voire plus, que des troubles neurologiques tels qu'une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques ou une dystonie. Et là, la qualité de vie est autant ou plus altérée, par exemple, dans l'épilepsie, et les coûts en termes de santé et de société par l'invalidité, les pertes d'emploi, etc., sont absolument énormes. Mais on l'a vu, autant dans la terminologie que dans son histoire, ces troubles ont tendance à avoir toujours un lot assez important de préjugés qui leur collent à la peau, de mythes qui est particulier. Par exemple, on dit, ah bah ces gens-là, bon, soit c'est des fous, je ne l'ai pas mis, mais non, ils ne sont pas fous, on est bien d'accord. On ne dit pas que c'est des patients psychogènes, parce que ça ne veut rien dire. Alors oui, il y a une participation émotionnelle, oui, on retrouve très souvent des traumas, dans 75 à 90% des cas, mais il n'y a pas toujours de trauma. Et puis le trauma, ce n'est pas forcément l'abus sexuel dans l'enfance. Parfois, effectivement, une maladie, une entorse, une pathologie va effectivement être un facteur déclenchant de ce type de trouble. Donc, on retrouve très régulièrement du psychotrauma, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, par exemple, si on regarde l'épilepsie, la maladie de Parkinson ou la CEP, on va aussi beaucoup retrouver des éléments psychotraumatiques, comme dans toute la population française. Souvent, on se dit, bah, soit c'est fonctionnel, soit c'est somatique. Alors, ou en tout cas lésionnel. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une maladie de Parkinson et avec un DAT scan qui prouve la maladie de Parkinson et avoir une partie des symptômes qui va être un tremblement fonctionnel. On a une intrication totalement possible. Globalement, dans 20% des cas, on peut avoir une épilepsie et des crises fonctionnelles dissociatives, un Parkinson et un trouble fonctionnel parkinsonien. Donc, ce n'est pas parce que à un moment sur un examen ou qu'il y a eu un diagnostic de trouble neurologique de poser, que l'on peut exclure complètement le fait qu'il y ait une participation fonctionnelle. Et quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que
votre action et le travail qu'on peut faire sur la partie fonctionnelle qui est 100% réversible, et puis bah, s'il n'y a que ça, c'est génial, est une marge de progression hyper importante. On entendait aussi, bah, attendez, elle simule. Alors, elle, pourquoi hein, il y a 3 quarts de femmes. Elles peuvent pas se blesser avec ça. Elles font ça pour attirer un peu l'attention, pour qu'on s'occupe d'elles ou que sais-je. Alors là aussi, hein, c'est vraiment partie des mythes complètement insupportables à entendre à l'heure actuelle. Alors oui, on peut se blesser dans un TNF et j'ai de nombreux patients qui ont eu des brûlures très graves, des noyades qui ont nécessité de la réanimation. Donc, on ne peut pas du tout plaisanter des fractures, des chutes. C'est rare, mais c'est possible. Et non, le patient ne simule absolument pas ces troubles. Il n'y a aucune volonté derrière ça. Mais il y a bien des perturbations de ces circuits, de ces réglages neuronaux qui amènent ce type de choses. Mais pour autant, il y a bien, effectivement, on reverra une distractibilité à ces troubles qui est un facteur diagnostique. Pendant longtemps, on disait, bah, ces troubles, ok, peut-être elle ne simule pas complètement consciemment, mais elle fait ça pour l'attention, ou il y a des bénéfices secondaires principaux, et c'est ça qui explique les troubles. Ça l'arrange bien, ce statut de malade, elle ne veut pas s'en sortir, ou elle fait ça pour les allocations, ou que sais-je. Alors déjà, c'est très compliqué d'être reconnu et d'avoir la MDPH quand on a des TNF, alors que ça le justifie complètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, la plupart du temps, l'attention de l'entourage, les préoccupations sont vécues comme potentiellement angoissantes, pressurisantes. Et comme c'est une pathologie qui est très en lien effectivement avec les émotions, cette surpression, cette attention, ces craintes va effectivement être un facteur qui perpétue les crises. Et puis pendant longtemps, c'était des pathologies qui n'intéressaient pas trop les médecins, des patients un peu ping-pong entre les psychiatres, les neurologues, les rééducateurs, en disant de toute façon on ne peut rien faire, c'est conversif. Alors qu'en fait, pas du tout. On a tout un tas d'actions qui fonctionnent et en fait, les kinésithérapeutes sont absolument centraux et fondamentaux dans ce processus avec des choses qui peuvent être extrêmement gratifiantes parce que ces troubles peuvent être complètement réversibles. Mais je laisserai effectivement Gauthier vous expliquer ça. Alors, comment on diagnostique ces troubles neurologiques fonctionnels? Il y a, on va dire, voilà, 4 grandes catégories. Il y a les déficits. Quelqu'un qui a un trouble de la marche avec une faiblesse musculaire, un déficit musculaire, quel que soit le membre. On a tous les mouvements plutôt de type de tremblement, de dystonie qui peuvent être fixés. On va avoir des mouvements hyperkinétiques qui peuvent être des espèces de mouvements un peu choréiques et les mouvements paroxystiques qui vont être soit des crises de mouvements anormaux très limitées dans le temps, soit vraiment des crises avec perte de connaissance qui ressemblent énormément à de l'épilepsie. Et c'est ça qu'on appelle des crises fonctionnelles dissociatives. Dans l'histoire du patient, on va retrouver des symptômes qui peuvent changer, évoluer dans le temps, qui sont distractibles. On peut retrouver d'autres antécédents de troubles fonctionnels. À un moment, il y a eu des troubles sensitifs. À un moment, il y a eu du trouble fonctionnel intestinal. À un moment, il y a eu des douleurs chroniques. On retrouve souvent de la fatigue. On peut retrouver des histoires de stress, d'anxiété ou de dépression, mais c'est absolument pas spécifique et c'est pas là-dessus qu'on peut faire le critère. Et puis, on a très souvent un handicap qui est disproportionné par rapport aux symptômes exprimés. Alors, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, où on peut avoir, la semaine dernière, j'avais un patient qui avait des troubles de la vue et des troubles moteurs et qui m'expliquait qu'il ne voyait absolument rien, qu'il ne pouvait pas distinguer mon visage. Et puis, en fait, j'apprenais qu'il était venu en voiture jusqu'à moi et en suivant les phares de la voiture, c'était possible. Donc, on voyait un peu cette discordance entre le tableau et ce qui était rapporté. Ou encore hier, une patiente qui a des troubles cognitifs fonctionnels très graves, parce que ça touche aussi des fonctions cognitives, et qui pour autant travaille dans un labo, un poste de postdoc avec des capacités. Pour autant, l'handicap est là, l'handicap perçu est là, et il y a des moments où des troubles de l'équilibre, etc., sont majeurs.
Et à l'examen, on va retrouver de la distractibilité. Et donc, pendant longtemps, on se disait, ah ah, je l'ai bien piégé. Vous voyez bien, quand il calcule ou quand il a son attention ailleurs, bah, son tremblement, il s'arrête. Ou tiens, quand il marche, il n'arrive pas à marcher. Puis si à un moment, je le fais courir, ah bah tiens, il a plus son déficit. Est-ce que ce ne serait pas qu'il le faisait un petit peu exprès? Et en fait, non, pas du tout. Ça s'explique par la physiopathologie. Ça s'explique au niveau cérébral par des phénomènes d'hyperfocalisation. Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques secondes sur certaines fonctions, sur un schéma moteur perturbé. Et si on amène d'autres choses, eh ben, ça va changer. Ce qui fait que ça augmente si on se focalise et que ça diminue si on se défocalise de ces troubles. On peut avoir un symptôme aussi qui va être, si je bloque un membre qui est en train de trembler, eh ben, je vais avoir l'autre qui se met à trembler. Ça, c'est une caractéristique. Et puis, il y a des signes moteurs qu'on va retrouver comme le signe de Hoover et autres. Mais quand on vous adresse ces patients, on vous les adresse avec ce diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels. Et donc, juste avant de passer la parole à mon collègue, quelle compréhension on en a? En fait, comme beaucoup, et comme souvent, il y a différentes catégories de facteurs. Ce qui prédispose, qu'est-ce qui fait que ce patient par rapport à un autre est plus vulnérable? Par exemple, il a déjà une pathologie neurologique ou il a déjà une pathologie orthopédique, voilà, ou rhumatologique identifiée. On sait que c'est un facteur de risque. Il a vécu des psychotraumas, des abus dans l'enfance, des abus émotionnels, des abus sexuels. C'est un facteur de risque. Il a tendance à pas du tout être au clair avec ses émotions, à pas trop savoir ce qu'il ressent. Je ne sais pas trop si c'est de la colère, de la tristesse. Puis de toute façon, moi, je dis rien, j'en parle pas, je garde ça pour moi et je fais comme si ça n'existait pas. On appelle ça l'alexithymie. C'est un grand facteur de risque de développer ce type de trouble. Idem sur ce qu'on appelle la tendance dissociative. Qu'est-ce que c'est? J'ai la capacité à me déconnecter de cette réalité, à me déconnecter de mon corps, à me déconnecter de mes émotions, à me déconnecter de ma mémoire. Eh bien, j'ai plus de risques de faire un TNF. Les traumas, pourquoi ça donne ça? Vous vivez des violences physiques ou des violences sexuelles dans votre enfance. Votre cerveau va être différent de celui du voisin d'à côté, où on a tous des connectivités entre nos zones limbiques émotionnelles et nos zones motrices dans le cerveau. Mais chez les gens qui vivent des traumas, eh bien, ces connectivités-là, elles vont être encore plus importantes et il va y avoir une interrelation encore plus importante. Le facteur qui précipite, c'est un nouveau trauma, c'est un stress, c'est une difficulté qui apparaît et qui vient précipiter ces troubles. C'est une blessure, une vaccination, une entorse ou que sais-je, qui vient se focaliser l'attention sur cette zone. Et puis les facteurs de maintien, on en a parlé tout à l'heure. Donc on est sur une atteinte fonctionnelle et pas lésionnelle. C'est quoi cette histoire? On a un ordinateur, tous les composants marchent bien et c'est bien le logiciel qui bug, c'est le logiciel cérébral qui bug. C'est une manière d'être un espèce de système d'alarme parce que la personne est en épuisement, parce que ça va trop loin, parce qu'il y a des traumas qui ne sont pas réglés ou que sais-je, parce qu'il a un fonctionnement souvent dans l'abnégation qu'on va retrouver. Et puis, c'est une manière finalement de faire baisser une tension émotionnelle et de réguler la crise. Quand je n'en peux plus, finalement, la crise, elle arrive et je ne fais plus rien et ça va mieux. La dissociation, pour vous en dire un mot, je vous ai dit, ces troubles, on les appelle aussi des troubles neurologiques dissociatifs. On le sait, quand on vit un trauma ou quand on vit un événement stressant, on a la possibilité de déconnecter son corps de ses émotions, de ses pensées. Et ce système-là va perdurer et avec une non-maîtrise à l'intérieur de son corps de fonctions qu'on contrôle, de fonctions qu'on ne contrôle pas. Je ne rentre pas dans les détails, mais énormément de zones cérébrales sont impliquées et sont de mieux en mieux connues. Et on retrouve dans des IRM fonctionnels tout un tas de marqueurs à ces troubles neurologiques fonctionnels, c'est important. Et dans les derniers modèles de compréhension de ces troubles neurologiques fonctionnels, vous le savez sûrement, mais pour créer un mouvement, il y a l'intention d'avoir le mouvement, la planification, l'exécution. Toutes ces fonctions cérébrales sont totalement en lien avec le traitement des émotions et à la fois l'attention et la focalisation que l'on peut avoir. Ça, c'est dans le fonctionnement normal chez tout individu. On fonctionne, vous le savez bien, par un système de prédiction du mouvement bien avant que l'on bouge et de feedback par rapport à ce qui s'est passé. Et une des théories, c'est que dans nos troubles neurologiques fonctionnels, on a des problèmes d'erreur de prédiction
Et entre l'entrée et la sortie, quelque chose ne va pas à un moment typiquement parce qu'il y a eu une entorse, il y a eu un accident, il y a eu je ne sais pas quoi, où il y a eu des stress qui font que je me suis focalisée différemment, que je suis très dissociée et je n'ai pas eu la maîtrise comme je voulais de mon corps. Et c'est ce petit système d'erreur, cette espèce de décalage qui arrive dans les schémas moteurs, va entraîner ce trouble neurologique fonctionnel avec des perturbations de cette intégration entre ce qu'on planifie et nos sensations interoceptives et extéroceptives. Donc, comment on traite ces mouvements? Il y a le fait de poser un diagnostic de certitude, d'évaluer les 3 P que je vous ai dit tout à l'heure, de bien annoncer le diagnostic, mais ce n'est pas forcément votre job, de bien expliquer. Dans le cas des crises fonctionnelles dissociatives, on a des techniques d'identification des déclencheurs et de gestion. Dans les symptômes moteurs et les déficits, le traitement roi, c'est la kinésithérapie. Les médicaments, aucun n'est spécifique. Pour l'instant, peut-être que des psychédéliques, des champignons hallucinogènes seront des pistes prometteuses, mais on n'y est pas là. La neurostimulation, parfois. Et puis, un traitement psychothérapeutique peut être intéressant, mais pas chez tout le monde. Et pour autant, sur la composante motrice, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. Imaginons que vous ayez un patient qui a un trouble neurologique fonctionnel, à type de paralysie, de déficit, de trouble de la marche ou que sais-je, et puis qu'il y a des moments, il a des petites crises, des absences, il est là sans être là dans votre cabinet, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Eh oh, monsieur! En fait, dans ces moments, c'est simple, il faut essayer de rapprocher le patient dans l'ici et maintenant avec vous dans votre cabinet. Ou vous lui dites où vous êtes, vous lui demandez quand est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend. Et en fait, c'est ces petites techniques qu'on appelle des grounding techniques, des techniques d'ancrage, où par les 5 sens, en lui disant « Ah, trouvez-moi 3 objets rouges dans la pièce » ou j'ai une petite fiole d'huile essentielle pour faire sentir, ou un truc qui marche hyper bien, c'est le froid. Et je crois que les kinés, vous avez toujours des poches de froid dans vos cabinets que vous posez sur le visage et vous allez réussir, ou une tête brûlée, ou que sais-je, à le faire revenir dans l'ici ou maintenant, ou lui dire eh ben, écoutez, imitez-moi, et vous commencez à faire un schéma moteur et vous allez aider le patient à revenir. Ce n'est pas toujours le cas, mais chez ces patients qui peuvent être très dissociés, on peut avoir effectivement ce type, un petit peu, de schéma moteur, de déconnexion avec l'environnement. Et la prise en charge kiné dans tout ça, donc ça, c'est les études, et il y en a eu d'autres aussi, qui rapportent vraiment des bénéfices chez plus de 2/3 des patients, 70% des patients, avec même des bénéfices et une efficacité durable. Et nous, si on organise ça aujourd'hui, c'est parce que vraiment, on a quelques kinés identifiés qui sont géniaux et qui arrivent à améliorer nos patients, voire à guérir totalement nos patients des TNF, et on en a besoin, qui ont envie d'aller un peu sur ce terrain-là et d'aller, je pense, un peu aussi s'amuser parce que c'est, moi, je trouve, des patients pour lesquels un champ des possibles et de créativité est jouable. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et donc, je propose de donner tout de suite la parole à Gauthier. Merci Coraline. Merci encore de me donner la parole pour ce petit webinaire bien sympathique du soir. Et puis merci à Dorothée aussi. Je vais partager mon diaporama. Vous allez me dire si ça marche bien. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, Oui, tu super. peux passer en plein écran éventuellement, du coup. Je suis en plein écran là normalement, non? Alors là, ouais, on voit tes slides sur le côté, mais Ok, ça marche. Ce qui n'est pas très grave, hein, ça ne me dérange pas non, plus tu que peux. ça non plus. Non. Donc on n'est pas en plein écran là? Tant que pas. Non. Non, Mais est-ce que ça les laisse. vidéos, par exemple, se lancent? Pour l'instant, on reste sur ta première page. D'accord. Je pense que essaye plutôt que partager, tu as partagé fenêtre ou tu as partagé écran, Ouais. normalement. Bah, je mets fenêtre et puis je mets mon... Ah ouais, le diaporama. Ça doit être ça. Comme Hmm, ça vous plaît? super. Top. J'ai une question organisationnelle aussi. Est-ce que vous pouvez poser des questions éventuellement sur le chat s'il y a des choses Carrément. qui vous viennent?
tout à à fait. mesure, et puis comme ça, on pourra y répondre dans la petite session Et questions-réponses qui viendra juste après. Alors, moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est surtout un modèle orienté libéral, si vous êtes surtout des confrères libéraux. Moi, je travaille un tout petit peu sur une HDJ spécialisée TNF à Avicenne, mais j'exerce surtout en cabinet libéral et je voudrais vous montrer quelques vidéos, quelques cas cliniques pour nous aider à travailler dans un contexte de soins en libéral. Alors, les TNF moteurs, nous on va s'intéresser surtout aux TNF moteurs, c'est des manifestations qui sont assez variables dans leur topographie. Où on peut voir une première patiente. Est-ce que ça s'anime bien? Oui. Une première patiente qui a un trouble de la marche très particulier, très pénible. Vous pouvez aussi également avoir des troubles de la stabilité du tronc, comme ça, avec des patients qui ont des mouvements assez typiques fonctionnels de mouvements brusques du tronc. Vous pouvez avoir des patients qui ont plutôt sortes de pseudo-instabilité de cheville, comme ça. Et ensuite, des patients aussi qui ont des troubles de l'équilibre assez sévères avec cette marche typique de marche sur la glace, comme s'ils marchaient sur un lac glacé qui pouvait glisser ou se rompre à tout moment. Euh, donc vous avez des manifestations assez variables et des sévérités assez variables. Là, vous avez un monsieur qui a des tremblements qui pourraient faire penser à une sciatique, et puis finalement, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'irritation pyramidale. Tous les examens sont normaux, et pourtant, il est pris comme ça de crise de tremblement. Vous avez une jeune fille après qui a eu un simple petit releveur qui lui manque. Elle n'arrive pas à activer ses releveurs à la marche. Et vous avez à côté, une dame qui a quasiment un tableau de poliomyélite, hein, qu'on pourrait voir, enfin séquelaire, et qui est dans un fauteuil roulant depuis une vingtaine d'années, qui a fini par s'enraidir sur le plan articulaire. Il y a peu d'amyotrophie en revanche, et elle est bloquée comme ça dans son fauteuil depuis une vingtaine d'années. Donc une sévérité variable. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je vais vous prendre, j'ai pris 3 cas cliniques. On va essayer de raisonner autour de ça pour vous montrer un peu concrètement comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors là, vous avez une jeune femme qui, au décours, je crois, d'une entorse de genou, a eu peut-être une petite instabilité à un moment de genou, un quadri qui verrouillait pas forcément très bien, peut-être. Et puis, comme le disait Coraline Ingray juste avant, eh ben, ce trouble-là s'est intégré dans le schéma moteur et elle n'arrive pas à s'en défaire. Donc, un peu au niveau préconscient, finalement, à chaque fois qu'elle attaque le pas, avant d'appuyer, eh ben, il y a ce petit trouble, cette petite perturbation motrice qui vient se mettre. Alors, on a essayé de lui mettre des plots pour voir si ça pouvait un peu normaliser. Est-ce qu'on allait pouvoir changer un peu ce pattern moteur? Ben non, finalement, elle est encore plus en focus attentionnel. Et plus elle est en focus attentionnel ici, et plus elle majore son trouble. Plus c'est laborieux, plus c'est fastidieux. Alors, on va essayer de passer par autre chose. Comment est-ce qu'on peut passer par autre chose? Ben, je lui ai proposé du trampoline. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être aucune idée, aucun conditionnement là-dessus. Elle ne sait pas ce que ça va donner. Elle défocalise un peu, elle est un peu candide de tout ça, elle est un peu naïve et elle essaye. Elle essaye, elle se sert du rebond. Et là, elle sent son genou qui a un peu plus de répondant. Et elle me dit, là, j'ai l'impression que ça va. Je me sens normal. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis, tiens, si elle peut le faire sur un trampoline, ben, elle peut peut-être éventuellement le faire sur un tapis. Je me dis: «Allez, on va un peu l'obliger à ce moment-là à marcher». Là, ça marche pas très bien. Là, je prends un petit peu un risque et je me dis: «Allez, on va essayer de faire un petit effet d'entraînement comme ça, hop, 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 hop». On la contraint avec la vitesse du tapis. Là, moi, je la motive beaucoup, hein. Je lui fais vraiment du renforcement positif. Je lui dis: «Allez, allez, allez, on rythme, on rythme, on rythme, on rythme», et elle se met à marcher. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle change peut-être son regard, elle change son ressenti sur ce qu'elle est en train de vivre, sur sa pathologie, sur la croyance peut-être que sa jambe est faible. Là, je lui montre que sa jambe, elle n'est pas faible. Et c'est pas que je lui montre, c'est qu'elle le ressent en fait. Et c'est ça qui est hyper important. On se rapproche de ce qu'on appelle des fois la thérapie cognitive fonctionnelle dans la lombalgie.
que développe Peter O'Sullivan, qui se développe beaucoup dans la kiné, où il faut faire vraiment l'expérience d'un schéma moteur qui se normalise. Donc, si elle est capable de trottiner un peu, allez, je l'emmène dehors et puis on trottine. Et puis on trottine comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est un petit peu son ressenti. Je lui demande comment ça va. Là, elle me dit, bah là, je sens que c'est normal. Là, je sens que ça va bien. On commence à faire des pas chassés. J'essaye de varier un peu et puis elle répond bien. Alors j'en profite, je lui propose vraiment de faire plein de choses. Ensuite, je lui mets des petites cibles. Je lui mets des petites cibles et on recommence ça. On recommence, on fait comme si on courait avec un petit indissage visuel. Hop, 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 hop. Elle continue là-dessus. Et ce que j'essaye de faire petit à petit, c'est que je les rapproche pour essayer de voir si on peut se rapprocher de la marche, pour voir si on est capable, à un moment donné, de repasser en focus attentionnel et de retrouver une marche. Et quand on ralentit suffisamment et qu'elle est plus en train de courir et qu'elle remarche, ben, on retrouve un peu cette jambe droite qui malheureusement se normalise pas. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à changer peut-être un petit peu des choses de manière transitoire, en complexifiant la tâche, en saturant un peu la tâche pour faire une sorte de détournement intentionnel, puisqu'elle va défocaliser sur son genou et sur sa jambe, pour aller plutôt focaliser sur la course à pied, le saut sur le trampoline, etc. Alors ici, l'éducation du patient est très très importante. Moi, je passe personnellement pas mal de temps avec mon patient pour lui expliquer qu'il a un problème de fonctionnement et pas de structure, que son corps est solide, qu'il ne pourra pas l'abîmer. Ça, c'est souvent un souci des patients. Ils ne veulent pas faire n'importe quoi, ils ne veulent pas s'abîmer. Eh ben, avec les TNF, en général, on peut les pousser de manière assez sécurisée. S'ils ne chutent pas, ils n'abîmeront pas, en fait, ils n'aggraveront pas non plus leurs problèmes. Il faut qu'ils comprennent que le cerveau ne donne pas le programme moteur que lui décide et qu'il ne fait pas semblant, évidemment, que c'est complètement involontaire, que certains mouvements sont perturbés, mais que d'autres non. Et moi, je vais m'amuser à les filmer, on va chercher, on fait une sorte d'enquête ensemble, où on va faire une équipe pour trouver à quel moment le schéma moteur fonctionne bien. Et il faut vraiment avoir une communication ouverte avec eux pour les impliquer là-dedans, à la recherche de la normalisation de leur schéma moteur. Donc ça, c'est souvent une métaphore qu'on fait beaucoup avec les patients. C'est pas un problème de hardware, c'est pas un problème de matériel informatique, c'est plutôt le logiciel qui bug en fait. Ça leur parle souvent aux patients. Après, on peut prendre plusieurs métaphores, mais ici, c'est important. Et on fait de la rééducation. Alors nous, on va leur dire, on va favoriser les mouvements normaux pour se rapprocher éventuellement petit à petit des mouvements plus perturbés. Et puis par l'apprentissage et la répétition, on va rétablir le mouvement normal. Et c'est une fois qu'on va vivre de la normalité, une fois qu'on va travailler sur la normalité, et ben peut-être que ça va prendre le dessus sur les symptômes. Euh, et puis ça, c'est un peu ce qu'on fait en rééducation, hein. C'est finalement pas, on sort pas de notre champ de compétences, on rassure le patient, on lui fait de la psychoéducation, on lui explique les choses, et puis on travaille sur le plan moteur. Moi, j'utilise beaucoup de métaphores et d'éléments de langage positifs. Libérer le schéma moteur, rendre le corps performant, reprendre le contrôle, puisque ça donne un canal de communication avec notre patient, et ça simplifie quelque chose d'extrêmement complexe et qui est évidemment multifactoriel, et ça permet au moins de communiquer avec notre patient. Sur un autre cas clinique, là où je vais aussi passer assez rapidement, une jeune femme qui avait ce trouble de la marche qu'on avait un peu sur la première femme tout à l'heure, là, le walk on ice, marche très précautionneuse, très précautionneuse, etc., très tremblante. Vous comprendrez bien que j'adore le trampoline. J'aime bien parce qu'on se sert du rebond. Il y a quelque chose d'assez naïf, d'assez enfantin un peu. On s'amuse sur un trampoline. Donc pareil, si elle sait faire ça, je la mets sur le tapis. Et pareil, je lui fais défiler un tapis roulant, pareil, elle marche. Et là, tadam, elle sort du tapis et ça ne va toujours pas du tout. Pas grave, Tu nous on montres compte. que des choses qui ne vont pas alors. Ouais, et, bon, de temps en temps, ça marche. Euh, et ben, c'est pas grave. On l'a fait, on augmente et on court. Et là, elle, c'était la première séance que je voyais.
Ça faisait seulement 2 semaines qu'elle était symptomatique. Donc je me suis dit, allez, on essaye vite d'oublier ce que c'est que ce trouble de la marche. Vraiment, il faut vraiment que ça parte. Donc j'ai vraiment insisté sur le fait de lui faire comprendre que son corps n'était, entre guillemets, pas malade, quoi, que le normal pouvait rejaillir. Donc une fois qu'elle a couru sur le tapis, on est allé dehors. Et là, je la faisais trottiner, parce que trottiner, pour son cerveau, ça va, elle sait faire. Et petit à petit, on a réduit la marche jusqu'à ce qu'elle arrive à remarcher. Elle avait probablement pas un schéma moteur très perturbé depuis longtemps, il était encore très malléable, très plastique. Il n'y avait pas beaucoup de facteurs qui perpétuaient ça, pas de croyances très importantes, très ancrées. Et son cerveau, on va dire, s'est mis à jour, le logiciel s'est facilement mis à jour, et on a profité un petit peu de ça. Alors, les patients, ils peuvent vous arriver avec beaucoup de questions sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Alors, je les renvoie en général très rapidement pour l'étiologie vers la neurologue ou la psychiatre. Donc, je leur dis, bah, revoyez Coraline Ingray et puis peut-être vous aurez une réponse. Mais en tout cas, nous, on essaye plutôt en kiné en tout cas, de proposer des options thérapeutiques. On s'en fiche un peu de l'élément causal et nous, on va plutôt chercher les facteurs perpétuants. Est-ce que le patient, il a commencé à marcher avec des béquilles, ce qui est pratique pour aller d'un point A à un point B, mais ce qui aide pas non plus à récupérer une marche normale. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de kinésiophobie, qui a peur de tomber, qui a peur de marcher, qui a peur que ses jambes le lâchent? Eh ben, peut-être qu'on va travailler sur ces facteurs perpétuants-là plutôt que sur la cause. Je leur dis, c'est un peu comme si vous êtes perdu en forêt. Si vous êtes perdu en forêt depuis un quart d'heure, peut-être que c'est bien de chercher où est-ce que vous êtes planté et d'où vient le problème. Si ça fait un mois, si ça fait un an, si ça fait 5 ans que vous êtes paumé, bah peut-être qu'à un moment donné, vous ne cherchez pas à quel moment vous êtes sorti du chemin, mais vous prenez une boussole, vous allez vers le nord, vous allez vers tel endroit. En gros, c'est comment je me sors de là. Donc la question, c'est plutôt davantage, c'est quel exercice, c'est quelle activité, c'est quelle fréquence. Déjà, si vous aidez votre patient à trouver ces éléments de réponse, c'est déjà une bonne chose. Donc vraiment, comment je me sors de là, c'est quel exercice qui arrive à améliorer mon patient. Une autre, pour vous montrer à quel point ça peut prendre du temps, un dernier cas clinique. Là, c'est une jeune fille qui marche avec une béquille très très lentement. C'est une lenteur des 4 membres. Dès qu'elle lâche sa béquille, eh ben, finalement, elle a une énorme dépendance. Là, Coraline, vous parlez d'incohérence un peu en neurologie. Nous, on sait que si on est capable de marcher avec une béquille, normalement, on ne tombe pas comme ça. Mais elle était très très dépendante à une aide finalement, à une aide manuelle. Elle a besoin, son cerveau a besoin de tenir un truc dans la main, une sorte de prise pour se rassurer, pour libérer le schéma moteur. Eh ben on lui donne ça. On lui donne une canne, mais que moi je vais tenir. C'est moi qui vais gérer le, le maintien. Et là, on voit qu'en fait, moi je le sens, elle n'a pas tant besoin de mon appui que ça. C'est presque un besoin juste de se rassurer, d'éteindre un peu les zones peut-être limbiques émotionnelles de son cerveau qui ont peur de la chute. Là, elle est rassurée. Donc si elle est rassurée en se tenant à quelque chose, elle peut se tenir au mur. Elle a le droit de se tenir au mur. Pourquoi je travaille un ballon? Bah, juste parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait du foot quand elle était jeune. Donc voilà, elle a, elle a pas encore, c'est pas encore Kylian Mbappé, mais c'est pas mal. Et puis ensuite, on s'est amusé à divertir un peu le cerveau tout en, tout en permettant quand même de se tenir. Petit, ça, c'était au mois de mars. On a commencé à travailler avec des ballons. Là, on est vraiment dans un cabinet d'un arrondissement parisien riche où on a pas beaucoup de matériel, mais c'est pas grave, on arrive à faire des choses. On arrive à faire des choses, il suffit d'un ballon, il suffit voilà, d'un peu d'entrain, de rassurer la patiente, et puis voilà. Et puis on a pu minimiser finalement le maintien postérieur ou le maintien manuel, et on arrive à travailler avec elle. Ensuite, on a travaillé, c'était avril, elle a su un peu se libérer. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi, ça, c'est elle faisait aussi du judo. Donc j'ai commencé à un peu essayer de la faire tomber. Et ça peut être On te perd, Gauthier. intéressant. Vous me perdez. Ouais, ça a Ça y est, vous me coupé. C'est un reperdez petit moi? peu coupé là, oui.
D'accord. Au moment où tu voulais chuter avec le judo. Ah, où j'essaie de la faire Ouais, si tomber. tu veux bien Bah, reprendre. j'essaie de la faire tomber et j'y arrive pas. Et en fait, je la piquais un peu sur son ego. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est vraiment capable d'avoir énormément de force, énormément de sensations de normalité. Alors ça, on le fait avec beaucoup de confiance, hein. Faut que la patiente ait compris un peu les enjeux de la rééducation. Et puis, voilà, finalement, on a pu évoluer facilement. À la fin, on se faisait même des bagarres de coussins. Ça, j'aime bien. J'aimais bien cette vidéo parce que c'était, on se mettait des vrais coups finalement. Voilà. Et puis, voilà, pour continuer un peu, on a réussi après à travailler un petit peu plus loin. Mais ça a pris du temps. Ça, c'était en mai 2018 où elle a vraiment réussi à libérer un peu son schéma moteur parce qu'elle avait confiance en elle. Et puis on a gagné la Coupe du Monde. Moi, j'ai gagné mon match de foot contre Lucille. Et, euh, et tout ça pour vous montrer que, comme je dis toujours, c'est important de challenger les patients, mais ne jamais perdre contre eux, toujours gagner, c'est important pour montrer qui est le patron. Euh, alors, la kiné pour quel patient? Parce que ça, c'est une question qui se pose souvent, ça va être mes dernières slides. Le candidat parfait pour la kiné. Alors évidemment, c'est quand ils ont des troubles moteurs prédominants, puisqu'évidemment, quand ils font des crises dissociatives de manière prédominante, on va être un peu, peut-être un peu plus désemparé de nous, de notre côté. Une adhésion au diagnostic, ça, c'est pour moi, c'est central. C'est hyper compliqué, voire, je pense, impossible de rééduquer quelqu'un qui pense avoir une maladie neurologique, par exemple, une sclérose en plaques, etc. Pourquoi? Parce que nous, on essaie de lui montrer que globalement, c'est le cerveau qui s'en mêle les pinceaux dans le schéma moteur, alors que si lui est persuadé que son cerveau fait tout ce qu'il peut, mais que c'est les nerfs périphériques, par exemple, qui déconnent, on va pas pouvoir changer le schéma moteur, la vision, comment dire, la fabrication du schéma moteur. On peut pas travailler sur la perception en disant qu'on va renormaliser la perception. Si lui est persuadé que le problème ne vient pas de là, vous aurez énormément de mal. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante. Et je mets pas forcément acceptation, je mets adhésion. Quelqu'un qui soit pas forcément contre le diagnostic. Et peut-être que quand il est capable de voir sur une vidéo ou sur un tapis ou sur un trampoline, ses jambes marchaient, ses jambes fonctionnaient bien, et ben peut-être que ça l'aide à l'adhésion diagnostique. Peu de fatigue ou de douleur associée, évidemment. S'ils ont beaucoup de symptômes comme ça associés, ça peut limiter la prise en charge active. Malheureusement, c'est pas de très bons candidats. Elle est très fatiguée, elle est très douloureuse. Avec un exercice qui ne crée pas des flambées de symptômes puisqu'il va quand même falloir un peu les mettre en mouvement. Donc si après, je sais pas, 5 minutes de vélo, le patient reste 5 jours au lit, c'est peut-être un petit peu compliqué et c'est pas peut-être pas la rééducation active à mettre en tout cas en premier plan. Un patient capable d'investir sa rééducation, hein, c'est quelque chose qui est la rééducation qu'on investit, qui prend du temps, qui prend de l'investissement personnel. Et peut-être ça, c'est une certaine plasticité liée du process moteur, modifier ses croyances, ses attentes. Bah, chez la dame, par exemple, qui était dans son fauteuil roulant depuis 20 ans, bah, ça a été compliqué, quoi. On n'a pas réussi à avancer plus que ça parce que elle comprenait les choses, elle avait aucune prise sur son schéma moteur. Euh, et il y a des patientes comme la jeune fille où c'était bien plus facile. Donc à retenir, la kiné, c'est surtout efficace sur les troubles moteurs. C'est une reprogrammation du mouvement, donc c'est une rééducation active. Si vous avez l'impression de ne pas être tellement un spécialiste des troubles moteurs ou de TNF, pardon, c'est pas si grave. Le plus important, c'est peut-être de faire comprendre au patient qu'il peut s'améliorer et de lui donner des moyens en fait de normaliser son mouvement. Peu importe. Et il n'y a pas de rééducation type, il n'y a pas de recette miracle. Il faut chercher avec ses patients. C'est une sorte d'enquête. On essaye de voir ce qui marche. Il y a des choses qui vont très bien marcher chez quelqu'un, d'autres chez qui ça va pas du tout marcher. Donc, il faut faire vraiment preuve d'imagination. C'est une rééducation sur mesure. Vous n'aurez pas, voilà, c'est pas comme le LCA, quoi. C'est absolument pas quelque chose de prévisible dans le temps. On ne sait pas comment les patients évoluent.
Il faut vraiment un diagnostic positif accepté par le patient. Si c'est pas toujours le cas, on peut aider à accepter le diagnostic. Mais si vraiment le patient est activement réfractaire en disant non, j'ai pas ça, j'ai une maladie, je sais pas laquelle, là, on va être pas mal bloqué en kiné en tout cas. Et évidemment, la douleur, la fatigue, ce qu'on appelle un faible sentiment d'auto-efficacité, quelqu'un qui dit je vois pas ce que je peux y faire, je sais pas, guérissez-moi, mais moi je sais pas. C'est un peu plus compliqué de les emmener quelque part en rééducation. C'est pas rédhibitoire, mais ça sera plus difficile. Et évidemment, une nécessité d'investissement par le patient. Alors, je vous remercie pour votre attention et on peut faire place aux questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Gauthier. Effectivement, il y en a quelques questions, puis quelques questions qui me sont arrivées du coup par mail, donc on va pouvoir prendre le temps. On va avoir une dizaine de minutes là du coup pour répondre aux questions. Euh, Coraline, tu voulais prendre la Et parole? vous pouvez lever la main aussi pour poser les questions. Et Gauthier, effectivement, une chose qui est très importante dans tout ce que tu as présenté, vous avez remarqué qu'il y a à aucun moment un renforcement musculaire sur le membre atteint, une focalisation sur le membre atteint ou sur un muscle atteint, hein. C'est vraiment tout l'inverse qui est mis en place, c'est la défocalisation et non le renforcement d'une des fonctions. Et ça, c'est hyper important. Enfin, tu en parleras bien mieux que moi. Et quand il vient utiliser des membres sup alors qu'on a une problématique de membre inf aussi, c'est stratégiquement vraiment cette décentration que l'on cherche et l'expérimentation du mouvement dans sur d'autres schémas. Ok, merci pour ces précisions, Coraline. Alors, on peut peut-être passer du coup aux questions. On a peut-être déjà quelques questions qui étaient arrivées par mail. Est-ce que ça prend du temps, en fait, du coup, les consultations kiné TNF, hein, Gauthier? Est-ce que ça prend du temps? Oui, ça peut prendre du temps. Honnêtement, les séances bilan, moi, je les fais sur 3-4 séances en général. La première séance, je les examine un petit peu physiquement, mais surtout, je leur demande de raconter vraiment la liste de symptômes. Ça me permet déjà d'avoir vraiment la réalité du patient, parce ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes. Même si nous, on va juste regarder surtout les symptômes moteurs. Il faut avoir en tête, est-ce qu'il y a je sais pas, des troubles fonctionnels intestinaux, des nausées, des vertiges, des douleurs, de la fatigue, des crises dissociatives, etc. Il va falloir vraiment prendre le temps d'écouter ça. Aussi parce que c'est des patients qui ont eu souvent un parcours de soins compliqué avec des gens qui les écoutaient pas vraiment. Donc prenez le temps, en plus on va passer du temps avec eux, il va falloir prendre le temps de les écouter. Et ils vont vous donner beaucoup d'informations pertinentes sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui les améliore, sur ce qui les aggrave, etc. Et puis ensuite, on les examine et on regarde un petit peu ce qui fonctionne avec eux. Après, j'ai envie de vous dire, je fais un peu la même chose avec les maladies de Parkinson avec les rééducations de LCA ou les instabilités d'épaule. Ces séances de bilan, je les étale un petit peu et puis on essaye, vraiment on prend son temps. On a un peu du temps quand même en kiné. Donc vraiment avoir une alliance thérapeutique forte, qu'ils aient confiance en vous parce que vous les avez écoutés. Oui, ça prend du temps, mais c'est pas du temps inutile. Et je trouve pas que ce soit une spécificité, encore une fois, du TNF. Je trouve que j'ai le même raisonnement avec des patients qui ont fait des AVC ou des maladies de Parkinson. Donc j'ai envie de dire oui, mais pas que chez eux. Bah, si je réponds à la question de manière précise, mais Merci. On a une autre question aussi qui est arrivée avant le début du webinaire. Que proposer aux patients qui ont des symptômes qui flambent lors de la rééducation? Alors, bah, peut-être revoir avec Coraline aussi. Peut-être qu'il y a il y a des choses qui relèvent peut-être plus de l'hypnose, la relaxation, le fait de trouver
des techniques un peu plus cognitives pour gérer les symptômes. Euh, ça peut être vraiment un levier à activer un peu plus, peut-être des antalgiques, peut-être des anxiolytiques ou des antidépresseurs à petite dose. Ça, il faut peut-être revoir avec le psychiatre, mais quand ils sont extrêmement, comment dire, réactifs comme ça et qu'ils peuvent avoir beaucoup de symptômes, souvent, ça peut cacher aussi quelque chose, un peu, un état sous-jacent qui n'est pas très stable, ou un patient qui adhère pas vraiment au diagnostic, Mm. ou un patient qui est un peu perdu. Donc, on peut proposer quelque chose de moteur extrêmement light, très très léger, mais quand on voit que n'importe quelle intervention les fait flamber, eh ben, peut-être qu'il faut plus travailler sur peut-être les croyances et le conditionnement qu'est-ce qu'ils pensent de la rééducation active. Est-ce qu'il n'y a pas une petite croyance sous-jacente où ils se disent, en fait, le mouvement va me faire flamber, de manière un peu inconsciente, hein. Voilà. Mais peut-être qu'il faut aller creuser là-dessus. En tout cas, ne pas les faire flamber bêtement sur un vélo, sur une presse, sur des choses comme ça. S'ils ne sont pas prêts à être investis dedans, moi, j'irai pas dessus. Ou alors, sauf si ils le font de manière complètement consentie, en ayant bien conscience que la douleur et la fatigue, c'est quelque chose comment dire, quelque chose qui est plus pertinent, une alarme qui n'est plus pertinente. En tout cas, c'est exactement ce que dit Gauthier. Très souvent, en fait, si c'est une non-adhésion au diagnostic, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, j'ai pas cette adhésion sur ce côté fonctionnel, et il y a cette croyance qu'on passe à côté de quelque chose, et mon corps, je ne peux rien lui faire faire, il est fragile, il est cassé, tout ça, ça va aggraver les choses. Et donc, cette flambée est souvent en lien avec ça. Ça peut être aussi en lien avec ben voilà, des perturbations émotionnelles très vives et non gérées à ce moment-là. Mais très souvent, on est sur une question d'adhésion au diagnostic et de croyances erronées de mon corps ne supporte plus l'effort ou c'est effectivement risqué. Et il faut toujours trouver l'espèce d'équilibre, un pacing entre ben voilà, je fais des efforts, j'amène un réentraînement à l'effort et à la fois, je ne vais pas me mettre dans un état de fatigue absolue que je vais payer pendant plusieurs jours. Et c'est ce réentraînement à l'effort qui va être important. Alors, Très bien. il y a d'autres Oui, questions aussi. Bah, je peux juste répondre à des questions j'en prie, vas-y. assez, assez faciles. Sur la NGAP, très intéressant. La nomenclature des actes en kiné. Pour moi, c'est une affection de type neurologique, même si c'est une affection plutôt dynamique, en fait, qui est pas une lésion, mais c'est une affection du système nerveux Ah, ça, c'est sûr. dont on parle, et qui concerne plusieurs membres. Du coup, NMI 10. Je les code depuis 5 6 ans en NMI 10, même plutôt 6 7 ans. J'ai jamais eu un seul problème. Je pense que quand les gens voient trouble neurologique fonctionnel, le mot neurologique vient éteindre, à mon avis, toute suspicion d'un médecin de CPAM qui probablement ne connaît pas le TNF. Donc, je me cache un peu derrière ça. Et si vous aviez le moindre souci un jour avec un médecin CPM autour de ça, on se ferait un plaisir d'aller expliquer au médecin CPM qu'il s'agit bien d'un trouble neurologique Donc, ouais. complexe et qu'avoir trouvé un kiné qui est en capacité et dans l'envie de prendre en charge son patient est précieux et qu'il n'a pas intérêt de vous emmerder. Ouais, Donc, mais ça, ils s'en fichent un petit peu, hein. C'est pas, ils non, s'en mais c'est un fichent un peu trouble de ça. neurologique, il n'y a pas de doute Oui, oui. là-dessus, hein. Et Mais si voilà, ça, enfin, voilà, ne vous c'est les inquiétez quatre, pas. oui, exactement. Donc moi, je mets du NMI10 et puis ça va. C'est des patients qui coûtent très cher par leurs soins par ailleurs. Donc en fait, la CPAM est bien au courant que c'est des patients qui ont des frais de santé importants. Il y avait une question sur Plusieurs les questions. échanges Ouais. interprofessionnels. Ça, c'est intéressant. Il faut le mettre en place, au moins avec le neurologue, le psychiatre. Et moi, je conseille vraiment d'avoir un hypnothérapeute et un psychologue plutôt en TCC qui puisse être un petit peu à l'aise avec les TNF. Et moi, j'ai la chance d'en avoir pas loin de mon cabinet, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important d'être un peu en lien avec les neurologues du CHU à côté de chez vous.
pas trop loin, ou des neurologues en ville qui sont un petit peu sensibles à ça, euh, Alors et des effectivement, du coup, psychiatres ça, aussi. ouais, ça peut être aussi, alors du coup, au sein de notre unité, voilà, là, on est un petit peu structuré, et notamment quand on vous adresse les patients, bah, ça peut être aussi de nous recontacter. Et moi, je suis pas mal à l'interface, en fait, du coup, de ça, hein, donc je suis complètement disponible, en fait, du coup, aussi pour vous en tout cas, dans les premiers temps aussi de post-diagnostic, de mise en place des soins. Et puis, en effet, après, il y a la mise en place des soins de proximité où voilà, faut pas hésiter à prendre contact avec les psychiatres et les psychos en fait de proximité des patients. Euh, il y a encore pas mal de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout ce soir. Dans les questions-réponses, on avait également une question sur les patients qui chutent effectivement sur des CNEP et qui se blessent sévèrement. Comment les aider? Alors, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que la chute et la blessure n'est pas un diagnostic enfin, d'exclusion, comme la perte d'urine pendant les crises d'ailleurs, du tout. Eh ben, ça va être d'aller aider. Alors, les CNEP, on est un peu au-delà hein, vraiment de la prise en charge qui n'est pure, parce qu'il y a tout un travail sur l'identification des déclencheurs, sur les signes pré-crise qui permettent de faire ces techniques de grounding et d'ancrage pour éviter à la crise de survenir et donc se mettre en protection et éviter ce type de chute. Donc, c'est souvent un travail autour des déclencheurs et d'agir au moment des prémices de la crise. Très bien. Il y a Mathieu aussi qui demande, du coup, qui avait une question par rapport à un stage qu'il avait fait. Il voulait savoir s'il y avait un âge type pour le moment du diagnostic de TNF. Je crois que j'ai répondu un non. Vraiment, les TNF touchent de l'enfant à la personne âgée. Il y a énormément de TNF en pédiatrie, mais il y en a aussi chez des sujets âgés. Donc, on n'a pas d'âge pour avoir des TNF. Même si c'est souvent à la fin de l'adolescence, l'adulte jeune, on en voit absolument tous les âges. Merci. On avait aussi Alors, une on a- question sur les étirements. Alors les étirements, je trouve, bah, c'est plutôt un avis personnel, c'est pas vraiment recommandé. Les techniques hands-on sont pas trop recommandées. Déjà, tout ce qui est massage, étirement, etc., thérapie manuelle en général, ça n'a pas vraiment la possibilité de modifier un schéma moteur en tant que tel. Peut-être ça peut être utile pour diminuer une éventuelle douleur qui limiterait le mouvement. Mhm. Mais d'une part, ça prend un peu de la place dans notre éventail de rééducation, ça prend du temps de séance. Et puis, ça fait pas vraiment d'empowerment ou d'empouvoirment, comme je dirais, je sais pas, les Québécois, euh, au niveau du patient. Ça lui donne pas les clés, en fait. Ça le rend un petit peu dépendant quand même de notre intervention. Et moi, j'essaye au contraire vraiment de promouvoir le fait qu'il puisse vraiment se débrouiller, vraiment se débrouiller tout seul. Donc j'essaye de pas trop développer cette dépendance et ce faux soulagement, entre guillemets, qu'il pourrait avoir par l'utilisation de nos étirements ou de notre thérapie manuelle. Ouais, c'est hyper important, hein, cette notion d'empowerment. Moi, je dis toujours aux patients, bah, votre cerveau est déréglé. Les boutons de réglage sont perturbés. L'avantage, c'est que c'est réversible, mais la seule personne qui a la main sur ces boutons de cerveau, c'est vous. Nous, on est là pour essayer des choses, on est là pour vous proposer un éventail, que ce soit des techniques de régulation émotionnelle, de l'hypnose, du traitement des traumas, quand il y a des traumas, évidemment, et des techniques en rééducation. Mais par exemple, moi, des patients qui ont des troubles de la marche, et à l'époque, on n'avait pas autant de kinés intéressés par cette question, je les prenais dans le couloir et, pour les faire marcher et je leur faisais faire un calcul mental et je lançais la balle à ce moment-là. J'ai souvent un proche en consultation et là, il y avait voilà, il y avait une amélioration du schéma moteur. Hein. Je ne dis pas qu'en 5 minutes comme ça, dans ma consulte, j'avais un rétablissement du schéma moteur. Et je disais, bah, vous avez vu, alors vous, le proche, votre job, ça va être d'être trouver des techniques où ça marche mieux. Et vous, monsieur, et le patient, vous devez être le Sherlock Holmes des endroits où ça marche le mieux. Gauthier vous a proposé le trampoline, c'est super. Est-ce que vous, c'est dans votre piscine, c'est en tapant dans un ballon, en grimpant les escaliers pour aller récupérer le jouet de vos enfants à quatre pattes? Je n'en sais rien, mais à vous d'éprouver des mouvements
où les choses se passent bien et à vous d'être le Sherlock Holmes pour trouver ça. Nous, on sait que c'est possible. Moi, je vous dis que votre cerveau, il est capable de trouver des mouvements où ça marche. Et en fait, vous pouvez les trouver. Et là, vous ouvrez le champ des possibles, en fait. Et le patient se retrouve en charge d'aller chercher ça et vous le mettez en acteur. Et ce qui est gagné dans les TNF, en gros, hein, les TNF sont incroyables et complètement réversibles quand on a un patient qui s'engage complètement et qui se saisit et qui se prend au jeu d'aller rechercher. Et quand on a tout un tas de croyances limitantes, etc., et de passivité, on a plus de mal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Eh ben, très bien, je crois qu'on a déjà un petit peu débordé par rapport au temps qu'on avait prévu. En tout cas, on peut peut-être rester sur cette note justement positive aussi d'empowerment des patients pour la prise en charge et pour la réversibilité des troubles. En tout cas, je tiens voilà, à remercier eh ben, le professeur Ingré et Monsieur Gauthier-Rolline du coup pour leur présentation riche et magnifique. Et puis merci de votre participation à tous. Alors Vraiment, vraiment, vous je avez n'aurais été jamais nombreux cru. là ce soir. Et puis bah du coup, comme je vous avais dit en début de présentation, je vous ferai parvenir par mail d'autres documents, voilà, ressources pour continuer à vous accompagner en fait dans la prise en charge de ces patients avec troubles neurologiques fonctionnels. Merci à tous Merci, pour votre merci à intérêt. tous. Merci Gauthier pour cette petite. On sait que quand on voit des chats, il y a des endorphines sécrétées, semble-t-il. Donc, merci de finir notre soirée, ce petit massage entre chats, même si les massages ne sont pas ce qu'il y a de plus Ah, c'est sympa conseillé. quand même. Mais effectivement, un massage qui a pour but de relaxer la personne une fois de temps en temps en disant on fait de la relaxation pour apaiser vos émotions, ou voilà, ça c'est bon. Mais c'est très différent de cela. Merci à tous pour vos questions et votre participation. Très belle soirée. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.